La 7e dépression tropicale a perdu de sa force. Elle aborde la République dominicaine et se déplace assez rapidement vers Haïti. Elle devra toucher le sud du pays lundi ou mardi. Des averses susceptibles de produire des inondations sont attendues. Le gouvernement a décidé d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets en polyéthylène depuis le vendredi 10 août dernier. Selon la primature, cette disposition spéciale vise toute l'étendue du territoire en vue de protéger l'environnement qui se détériore de manière continue. C'est dans le souci de protéger l'environnement qui ne cesse de se dégrader que le gouvernement a pris cette mesure. L'utilisation des sachets en polyéthylène est désormais interdite sur le territoire national. Non biodégradables, ces produits peuvent subsister plus d'une centaine d'années dans la nature. En Haïti, parmi les secteurs qui utilisent ces sachets, on compte les compagnies de traitement et de distribution d'eau en sachets. Jetés après usage, on retrouve ces sachets partout, dans tous les canaux d'irrigation, ils obstruent les égouts, bloquent l'écoulement des eaux. Certains diraient que cette mesure arrive à point. Cependant, les responsables d'entreprises qui ont souhaité réagir se disent consternés. C'est le cas de Roger Parizeau, directeur général de la société de traitement d'eau SA Sotresa, qui fournit les produits Alaska. S'il reconnaît que les sachets nuisent à l'environnement, M. Parizeau dénonce la méthode des autorités. Dans tout pays, je ne peux pas même dire dans un pays sérieux, non? Dans tout pays, si il y a une mesure comme ça qui, comment tu as dit ça, qui vise une entreprise, une industrie, je pense que les autorités, les responsables, l'État, doit prendre contact avec le secteur concerné, principalement les industries qui sont dans le secteur et les industries, parce que moi-même, c'est industriel, ok, là, mais gagner n'est capable d'acheter produits dans la rue et également gagner consommateurs. Cette décision aura de graves conséquences sur ces entreprises, estime le directeur de la Sotresa, qui souligne également le risque que des centaines de gens se retrouvent sans emploi. Roger Parizeau, qui explique que l'application de cette mesure impliquera la fermeture de son entreprise, indique qu'il a déjà essayé de contacter des compagnies pour le recyclage de ces produits. Nous avons déjà un projet ça, parce que nous sommes tout à fait conscients, c'est pour ça que nous avons commencé l'interview après tout ça. Nous sommes conscients du fait que c'est un produit polluant. Mais ce n'est pas un bagage qui étonne personne, puisque dans tous les pays du monde, on sait déjà que le plastique est un produit polluant. Il faut prendre des dispositions avec l'État, le secteur privé, mettez quoi nous ensemble, et puis on cherche un moyen pour nous gérer. Le sachet en polyéthylène est-il au centre du problème ou est-ce l'usage que l'on en fait? Ne pourrait-on pas trouver une façon de les recycler comme on le fait pour les bidons en plastique? Pourquoi ces sachets se retrouvent-ils dans les égouts? Aujourd'hui, les gens consomment beaucoup ces petits sachets d'eau à raison de 3 pour $1. D'autres secteurs utilisent ces sachets à base de polyéthylène pour livrer leurs produits aux clients. A-t-on donc envisagé des alternatives pour combler le vide qui va être créé? Le représentant de la Fédération des barreaux au sein du CSPJ dénonce l'action de l'exécutif pour faire activer le processus de désignation des représentants de la justice au sein du Conseil électoral permanent. Il les assimile à des tentatives pour obtenir la majorité au sein du futur CEP. Maître Néhémie Joseph estime que pour sortir de la crise, le président du CSPJ devrait consulter ses conseillers car il en va de l'avenir de l'institution. Nous avons déjà offert la voie, une voie, je dirais, honorable au président. Il n'a pas saisi l'opportunité. Dans la lettre de contestation que nous avons signée, nous les 4, dans Max Elibert, Dilia et moi, Faron, Gustave, nous avons demandé au président de revenir sur sa décision, de renoncer, de rétracter les 3 noms et de... Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Non, rien ne nous fait peur. Rien ne nous effraie actuellement. Nous sommes pour le respect de la forme. Nous étions arrivés à l'enquête. Nous avons exigé nous avons demandé au président de revenir à l'enquête. Et après l'enquête, de faire le vote. Maintenant, actuellement, quand on a offert cette opportunité au président, le président disposait déjà d'une majorité, puisque M. Norgues est allé retrouver son rang. Puisque maintenant, le président dispose de 5 personnes. 4 autres personnes avec lui, ça fait 5. Mais il a la majorité exigée par l'article 13. Donc s'il a la majorité, je ne vois pas pourquoi il ne saisit pas l'opportunité pour éliminer ce qui a été fait et terminer avec l'enquête et faire le vote. Comme ça, on aurait un vote
qui est conforme à la loi et les 9 membres participeraient. C'est ce qu'on attendait. Mais il a refusé. Et si aujourd'hui, le président du CSPJ accepte de revenir sur cette décision pour annuler ce qui a été fait en marge de la loi, en violation de l'article 13, et de reprendre la procédure là où l'on était arrivé avec l'enquête, et de passer au vote après cette petite enquête, je pense que le problème sera résolu. Et c'est ce que demande la Fédération des barreaux. C'est ce que nous, les 4, nous avons demandé. Et c'est faisable. Là où les gens ne sont pas honnêtes, c'est quand ils disent qu'il était le seul à choisir les 3 membres. Là, c'est pas sérieux, c'est pas honnête. Tandis que nous étions 4. Alors les 3 autres, ils sont des photocopies. Non, nous étions 4 à choisir. Et au commencement même de la rencontre, on a constaté la présence physique des 8 membres, et l'autre étant à l'étranger. Et cela a été fait lundi, lorsqu'il demandait d'avoir le profil des candidats. On s'est entendu que dans la matinée du mardi, ils vont par téléphone essayer d'avoir le profil des candidats et qu'on serait là à 1h pour voter. Ils sont venus à 1h, donc on pense qu'ils étaient venus pour voter. Mais on a l'impression, de préférence, qu'ils étaient venus pour saboter le vote. Parce qu'ils étaient tous là assis, on a discuté, on dit nous allons passer au vote, ils sont sortis. Mais n'oubliez pas que le Bozéval a constaté la présence des 8 membres. La Fédération des barreaux d'Haïti dénonce le comportement du président du CSPJ, Anel Joseph, qui a nommé les représentants de cette institution au sein du CEP permanent sans consultation. Les membres de la fédération menacent de le remplacer au sein du conseil. Considérant que la FBH, consciente du rôle qu'elle doit jouer dans l'établissement de l'état de droit, a adopté la résolution suivante. 1. L'Assemblée des bâtonniers de la FBH confirme le rappel de son représentant, Maître Néhémie Joseph, bâtonnier des Gonaïves. 2. Des avocats en incompatibilité ou prêtant leur service à des pouvoirs ou entités publiques affichant ou ayant un comportement contraire aux règles de l'état de droit ou des valeurs des droits de l'homme ne seront pas réinscrits. 3. Une correspondance sera adressée à la Chambre des députés pour la mise en accusation pour forfaiture devant la Haute Cour de justice du magistrat Anel Alexis Joseph, président du CSPJ et de la Cour de cassation. 4. La FBH examine sous réserve de droit d'introduire un recours devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme contre l'État haïtien. 5. Une correspondance sera adressée au chef de l'État pour lui demander, en vertu de l'article 136 de la Constitution, de jouer son rôle de garant des institutions et de ne pas constituer le Conseil électoral permanent, vu que les 3 noms acheminés par le président du CSPJ ont été choisis en marge de la loi. Eh bien, dans pas longtemps, le président CSPJ a pour faire l'objet d'une mise en accusation officielle suite à la requête qui sera adressée par la Fédération des barreaux d'Haïti à la Chambre basse qui gagne prérogative que la loi Bali, prérogative constitutionnelle pour le mettre en accusation aux fonctionnaires de l'État. Les assises criminelles avec ou sans assistance de jury ont pris fin ce lundi, selon une annonce du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel. Ce dernier a fait remarquer qu'exceptionnellement, l'affaire Édric Léandre, ancien directeur de l'OAVCT, sera entendue ce mardi. La loi fait nos obligations pour nous gagner pendant une année 2 sessions assises criminelles avec jury. Nous gagnons en juillet. Obligatoirement, nous avons l'autre en décembre. Pour assises criminelles sans assistance des jurys, nous n'avons pas besoin d'une période déterminée.
c'est un bagage qui tendait tout au long de l'année. Nous tendons en tout 73 cas. Nous avons 54 cas qui condamnés, 54 cas de condamnation. Nous avons 14 cas de libération. Nous avons 18 cas audience été suspendue, comme tu as fait le point à l'heure. Nous avons une série de témoins qui clés dans une série d'audiences, dans une série d'affaires. Le magistrat n'a pas fini d'examiner toute audience là. Jean la loi mandé pour le faire. Il était suspendu l'audience là pour le détendre tout témoin, pour arriver dans le débat généraux. Pour Edric Léandre, son dossier a commencé à examiner depuis jeudi qui 2 août. Le ministère public là, qui c'est chef poursuite, il cité 9 témoins. Dans 9 témoins, il y a 8 témoins qui répondent présents. Le tribunal là, qu'on y a là, il y a un 3e témoin. Puisque nous avons un 3e témoin, nous avons été 5 témoins pour nous tendre. C'est là que nous finissons de 5 témoins ça. Nous allons là interroger et accuser Edric Léandre. Tout ça m'a dit nous là, attendez témoins. Tendez Edric Léandre comme accusé, il fait partie de sa relais débat particulier. Maintenant, c'est là que nous finissons de tout le monde ça. Tous 8 témoins ça, le ministère public l'a cité. Et chaque coup, nous finissons nos témoins, la loi fait nos obligations pour nous bailler, accuser Léandre la parole pour le capable réagir sur chaque ça et un témoin dit sur lui-même. Nous toujours dans un débat particulier. Maintenant, les nous finissons de créer en lui-même, toute partie qui est impliquée dans le procès, l'État haïtien, ministère public, avocat Léandre, ils finissent de poser les questions, qu'on y a déclaré que le débat particulier est fini et n'a ouvert débat généraux. Rappelons que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean-Renel Senatus, avait souhaité que ces assises criminelles, avec ou sans assistance de jury, soient prolongées pour une période d'1 mois. Le projet de loi de finances a été voté à l'unanimité vendredi dernier par la Chambre des députés. Les parlementaires ont convenu avec le gouvernement d'apporter des modifications dans les rubriques afin de pouvoir accorder une augmentation de salaire aux policiers et aux enseignants. Le président de la commission finances de la Chambre des députés, Antoine Rodon Bien-Aimé, indique que les policiers bénéficieront d'une hausse salariale de 15% et que pour leur part, les enseignants du premier et du deuxième cycle bénéficieront d'un réajustement de 20%. Nous travaillons en pile. Il y a un pile de tractations certainement qui étaient faites. Mais Dieu soit loué, le budget a voté et les policiers rejoignent 15% et les professeurs rejoignent 20%. Ce n'est pas facile certainement, mais nous jouons des bouillots et nous jouons des moyens qui permettent que tout professeur qui est dans le système n'a pas de jambe qu'à nommer, qui est nommé tout pas de jambe qu'à toucher. Je dis à nous capables de dire automatiquement que le budget ça publié, ça voté dans la Chambre des députés, il entre en application 1er octobre. Je crois que les gens ont droit à la nomination et ont droit pour toucher le salaire. Pas oublier les enveloppes là-bas, nous-mêmes, nous n'avons pas analysé. Nous gagnons et marge de manœuvre pas nous. Et comme nous jouons pour organiser les professeurs, normaliser dans le système, c'est dans le ministère de l'Éducation nationale, même nous jouons. Nous connaissons le Fonds national d'éducation, qui entre dans le ministère de l'Éducation nationale. Et il y a une rubrique qui ne pas changer clair à 100%. Qui en un budget qui a 8 milliards de gouttes sur lui, nous désaffectons 1 milliard là-dedans et nous mettons sous personnel ministère qui permet que, parce que nous n'étions pas là avec mon ministère, nous disons combien il y a besoin pour nommer tout professeur qui est dans le système, pas qu'à nommer. Et pour une augmentation tout de 20%. Et on te dit nous mettons combien montant qui a besoin et nous allons chercher pour nous joindre et nous mettons sous personnel ministère. Ce n'est pas seulement professeur qui a besoin. Nous connaissons le personnel de la santé publique qui a besoin, il y a un peu l'autre personnel dans l'État qui a besoin, mais nous disons que nous ne pouvons pas faire toute bagaille même jour. Parce que les recettes de l'État ont une limite. Les ressources de l'État sont très limitées et une ressource très maigre. Parce que nous ne pouvons pas compter sur l'international là tout. Les sénateurs qui sont des sages, qui nous croient qui peuvent emboîter le pas, qui peuvent faire même avec la Chambre des députés, et pour d'autres pays, il y a des outils ça le plus rapide possible, qui peuvent permettre que les policiers commencent plus ou moins, et même les professeurs vont commencer plus ou moins.